On y va? C'est parti, merci. Donc je vais vous faire une petit quart d'heure sur un thème qu'on a appelé milieu fracturé. Et on va essayer de présenter comment on peut caractériser ces milieux, et en particulier les processus couplés qui peuvent s'y développer. Et vous voyez, thermo, hydro et puis mécanique. Alors rapidement, pour balayer ce thème, je vous expliquerai sur une image en gros pourquoi cette idée de fracturation est arrivée aujourd'hui. Et puis ensuite, on balayera par des exemples que j'ai pris auprès de mes collègues, donc au centre de géosciences à Fontainebleau, les divers points qui sont traités dans nos équipes. Et je commencerai par la mécanique toute seule, un point de vue hydraulique, avec différentes approches. Une première approche qui couplera l'hydraulique et la mécanique, ce qu'on sait faire et ce qu'on aimerait faire. Je rajouterai la température. Et comme l'a déjà introduit Edi Salami ce matin, et avec l'idée générale de se placer dans le contexte de la transition énergétique, je vous présenterai un dernier slide sur une façon d'évoluer sur ce thème, sur la thématique de la géothermie profonde. Alors on avance. Alors donc la fracturation pour moi, qu'est-ce que ça va être? Le support de notre réflexion, c'est un objet géologique. Voilà, il est là sous nos pieds, on n'en connaît pas très bien les contours, et surtout il a une histoire. Ça veut dire que depuis on va dire des dizaines ou des centaines de millions d'années, ces matériaux sont soumis à des déformations. Voilà, alors parfois, ce sont des tensions, des tractions, des torsions. Certains matériaux peuvent se plisser et d'autres cassent. Au bout du compte, à peu près toutes les échelles, quand toutes les étapes géologiques, on va dire, se superposent, on voit des choses comme celle-ci. Si vous faites un forage quelque part, vous voyez le long d'une trace, on va dire, vous voyez des arcs de sinusoïdes, donc voilà des plans de fracture, et ce sont des objets, on va dire, à cette échelle-là, c'est des bouts qui mesureront 10, 20, 30 cm de long. Si dans ce forage, vous avez des carottes et que vous faites des lames minces dedans et qui vont regarder au microscope, vous aurez des informations sur des petits remplissages à des échelles, on va dire, plus petits que le millimètre. Si vous avez des fronts de taille ou des parois ou des affleurements, vous allez ausculter des dimensions caractéristiques de l'ordre de la 10 à 100 mètres. Et si vous traitez de l'imagerie, soit spatiale ou même après du signal sismique, vous obtiendrez des linéaments avec voilà, des traces qui vont mesurer plusieurs kilomètres et qui s'organisent avec des schémas connus qui sont relatifs au contexte géologique et qui s'est compliqué au cours du temps. Donc par exemple, ici, à l'échelle qui est en dessous, vous voyez que si votre source, c'est un réservoir, un aquifère, c'est une structure qui va avoir plusieurs kilomètres d'extension. Et pour y accéder, vous aurez des informations peut-être sur des lignes à cette échelle-là. Et si c'est un contexte minier, vous aurez peut-être besoin de faire des galeries. Et les galeries, ça sera des objets qui seront décamétriques, on va dire, en diamètre. Et vous allez avoir affaire à des blocs. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu dans ces différents contextes, quels sont les types de difficultés qu'on rencontre. On avance. Donc voilà, je me replace dans un contexte ressources minières, par exemple, tout simplement. Et pourquoi la fracturation nous pose des soucis? La première chose qu'on voit dans l'image au milieu, ici, là, c'est à peu près ce qui arrive tous les hivers sur les bords des routes ici dans le sud de la France. Vous avez des pans rocheux comme ça, vous voyez ici deux surfaces. Et il suffit un volume qui avait l'air stable depuis probablement des siècles. Il suffit de vibrations sur une route, de pluie, et vous avez tout un bloc qui dégringole et puis qui se concasse en dessous. Si vous projetez ça dans un contexte minier à grande échelle, vous voyez que la ressource, elle est au fond, en fait. Et ce qui peut se passer du point de vue d'un exploitant, c'est que ce qui coûte cher, c'est de creuser, d'évacuer et de ne pas manipuler trop de matériaux qui n'ont pas d'intérêt. Donc, il va essayer d'optimiser les pentes de ces gradins. Et ce qui peut se passer dans ce cas-là aux États-Unis, c'est un très grand glissement de terrain qui lui a rempli le fond de sa fosse. Donc, vous avez ici des contraintes
économique et comment optimiser l'accès à ce dispositif et du coup comment calculer au mieux ces versants. Si on va du côté d'une galerie, donc on suppose que par exemple notre ressource elle est identifiée à une certaine profondeur dans certains matériaux, ben, creuser des galeries ça veut dire que vous avez ici un petit schéma, en fonction de ce qui est autour, on s'attend à des chutes de blocs et la question est de savoir comment travailler en sécurité. Est-ce qu'il faut analyser, calculer, dimensionner, renforcer, boulonner? Et ici, vous avez un bloc, bon, ceux qui sont par terre, là, c'est quelque chose qui est plus grand que cette pièce. Donc voilà, ça ne pardonne pas. Donc ici, quelques méthodes numériques qui ont été développées depuis, on va dire, le premier exemple ici, ce sont des travaux qui ont 20 ans, on va dire, sur cette base-là, reconstituer des blocs, des blocs rocheux qui sont parcourus de discontinuités, qui peuvent être des fractures ou des bouts de faille, donc suivant leur origine et les mécanismes qui les ont produits, décrire ces objets en 3 dimensions. Donc vous avez dans le hall des posters qui décrivent des méthodes on va dire récentes pour reconstruire des blocs comme ça. Et de l'analyse géométrique, les caractéristiques géométriques de blocs qui ont été reconstitués comme ça, on va travailler sur la meilleure façon d'aller abattre un versant, par exemple si on s'intéresse à une mine à ciel ouvert. Et si on veut s'intéresser à une galerie, ben on a des outils. Ici, je vous ai donné des exemples récents, donc une thèse ici, un logiciel qui a été développé donc, au centre. Et vous voyez que creuser une galerie, ça veut dire faire un vide, ça veut dire superposer à un état de contrainte ancien une nouvelle distribution de contraintes. Donc ça veut dire qu'il y a des surfaces qui sont libérées, des déformations qui vont être possibles le long des différentes structures. Et donc on est capable, on sait prendre en compte des rhéologies, des lois de comportement dans les surfaces qui frottent, on va dire, des comportements dans les blocs qui peuvent être rigides ou élastiques ou autres. Et puis on sait déterminer l'ensemble des objets qui sont instables, donc qui risquent de tomber. Et le complémentaire, c'est la partie stable d'une galerie. Et donc à partir de là, on peut faire des analyses sur bloc par bloc, est-ce qu'il faut renforcer tout ça, ou est-ce qu'il faut choisir une autre orientation pour lesquelles peut-être il y aurait plus de blocs mais plus petits, etc. On peut engager des discussions donc qu'on va traduire par directement du côté économique, on va dire. Donc si j'avance maintenant vers l'hydraulique toute seule, en quoi les fractures sont un objet sont un souci, en fait, on va dire. Si on connaît depuis longtemps la façon de tester des aquifères de grande formation ou même des réservoirs pétroliers, c'est basé sur des interprétations de tests de pompage. Ça veut dire qu'à un endroit donné, on prélève dans des conditions maintenues constantes et on observe des rabattements à différents points, différentes distances. Et très souvent, on tombe sur des graphiques comme ça, ici le temps en logarithme et puis ici le rabattement, en forme de baïonnette. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que manifestement, le massif, il a deux comportements. Il a un comportement rapide qui est relatif aux fractures, justement. Et ces fractures conduisent rapidement les fluides. Donc vous pouvez les exploiter rapidement. Mais en même temps, il n'y a pas de stock dedans, donc peu d'emmagasinement. Et puis il y a un temps de transfert, il y a une période d'attente ici où il y a une sorte de rééquilibrage entre ce qui est contenu dans les pores des matériaux et les fractures qui les drainent. Et donc à des temps tardifs, on retrouve le comportement drainant, mais avec le terme source, enfin le drainage qui vient des matrices. Donc les blocs poreux sont très faiblement perméables dans ces approches-là, mais c'est eux qui contiennent le stock. Donc ça peut être la chaleur, ça peut être du gaz ou de l'huile. Et donc, reproduire des comportements comme ça, on sait faire depuis assez longtemps. Et ça passe sur des résolutions couplées, on va dire. On résout des équations de conservation de masse et d'écoulement pour un même fluide, ou peut-être même pour deux fluides, c'est pas le souci. Mais dans des milieux dits à double porosité, c'est-à-dire qu'il y a des variables pour la partie conductive et des variables pour la partie porosité, faible porosité. Et donc, il y a un coefficient d'échange. Je vous ai mis ça ici parce que c'est intéressant. Parce que vous voyez que les échanges se font au prorata d'une différence de pression et en plus au prorata d'un facteur de forme. Et ce facteur de forme alpha ici,
il a une dimension en mètre moins 2. Et pour certains arrangements, on va dire, conceptuels simples, on peut lui donner une valeur. Le souci avec une forme simplifiée comme ça, c'est que l'hypothèse on va dire, de discontinuité infinie dans au moins 2 directions, c'est rarement obtenu. Et que une vue réelle serait plutôt un objet de ce type-là. Et que dans ce cas-là, on ne voit pas très bien comment on pourra qualifier facilement cette longueur caractéristique L, qui est ici la taille d'un petit bloc. Donc vous voyez que quand on a un milieu comme ça, double porosité, c'est facile à repérer, mais à quantifier proprement et faire des calculs prédictifs après, ça passe par l'estimation de paramètres pas immédiats. Ensuite, on voit très bien que si la ressource, c'est la chaleur ou un gaz ou de l'huile qui est dans la matrice, donc ici dans les petits blocs et ici dans les sortes de prismes qui sont découpés partout, eh ben, pour améliorer cette exploitation, on va avoir envie de jouer sur ce alpha et ça veut dire essayer d'améliorer on va dire, le ratio mètre carré de fracture par mètre cube de roche. Donc là, vous avez toutes les techniques de fracturation hydraulique qui pointent derrière cette image. Donc des outils spécifiques ont été développés forcément. Depuis plusieurs années, même dizaines d'années, on s'est attelé à décrire ça. Et il y a une méthodologie qui commence à être répandue, qui consiste à décrire les milieux discontinus par des assemblages d'objets simplifiés, par exemple des rectangles ou des carrés, ou alors des disques. Si on regarde un peu les historiques de développement de ces outils, ces approches-là ont plutôt démarré dans les contextes pétroliers et celles-ci dans les contextes miniers et socles. Donc ces objets-là sont caractérisés par ils ont des attributs statistiques qui sont eux-mêmes résultants d'observations sur le terrain. Donc on combine des lois et on fabrique des objets qui ont des propriétés statistiques comparables à ce qu'on a sur le terrain. Et ensuite, il faut adopter différentes formulations pour les processus, écoulement, mécanique, thermique, à l'échelle locale, puis à l'échelle globale. Donc il y a tout un travail de changement d'échelle qui est derrière ces outils que je ne décris pas ici. Alors juste un exemple pour voir d'un point de vue juste hydraulique comment on peut utiliser ce type d'approche discrète. Par exemple ici vous avez cette carte qui est extraite d'une image satellite sur une île en Équateur. Donc en fait c'est une île basaltique et le problème c'est une question de ressources en eau parce qu'ici il y a une petite ville et les gens ils ont l'habitude de boire on va dire de l'eau fortement salée. Ici, vous avez un réseau de fractures assez importante, ça mesure 3-4 km. Et comme c'est un parc, il n'y a pas la possibilité de faire des essais de longue durée et beaucoup d'instrumentation. Donc en fait, on a trouvé comme moyen d'essayer de comprendre à grande échelle les propriétés de cet aquifère, d'interpréter du signal de marée. C'est-à-dire qu'il y avait des marégraphes tout autour, des piézomètres instrumentés, et on a pour une marée, en divers points, un signal comme ça qui se propage. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de reconstituer le déphasage et l'amortissement du signal dans le massif en ces différents points qui peuvent être assez éloignés. Ça, c'est à une dizaine de kilomètres de la côte. Ce qu'on montre, c'est que combiner nos objets discrets en les dimensionnant avec des dimensions qui traduisent donc des observations soit locales, soit même à échelle intermédiaire à partir de techniques de sismique réfraction, on arrive à habiller, disons, ce bloc par des réseaux qui ont des propriétés telles qu'on est capable de recalibrer ce type de réponse. Une fois qu'on a ces propriétés locales, on peut arriver à déterminer des propriétés, on va dire, homogénéisées à une certaine échelle, qui permettent elles-mêmes après d'alimenter des modèles de blocs plus classiques et donc reconstituer le fonctionnement hydrogéologique et donc ici le fait qu'il pleut sur le volcan qui est ici et que les fluides sont drainés vers la côte ici, avec on peut établir des bilans de masse et donc faire des prédictions pour la distribution et les piézométries et donc ça va être utilisé par
approche à court terme par le gouvernement équatorien qui a décidé d'investir des budgets pour développer des forages et avoir de l'eau douce pour cette île. Donc si on avance et qu'on va se voir de plus près comment la mécanique va interférer avec l'hydraulique dans ces types de réseaux fracturés, on peut regarder déjà localement ce qui se passe en considérant qu'une fracture, c'est quelque chose de plutôt rugueux comme ça. Donc si cette carte donne par exemple une sorte de MNT d'une surface rugueuse, et qu'on imagine qu'on en a deux pour faire le toit et le mur de la fracture, et qu'on simule des écoulements dans quelque chose comme ça qui a une épaisseur variable, on obtient ce type d'image. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a 3 images. Celle-ci est obtenue, disons, en appuyant fort sur la structure, et celle-ci en appuyant moins fort. Donc ce qu'on constate, c'est que si on se donne une loi de fermeture qui fait correspondre des épaisseurs à des raideurs et à des contraintes, on trouve des propriétés hydrauliques qui décroissent, mais avec un sorte de résidu. Il y a toujours une perméabilité seuil qui résiste et qui est permanente. Donc on constate des propriétés donc, de raideur qui sont dépendantes des pressions. Donc ça va faire des lois de comportement qui vont permettre de coupler pression et contrainte à l'échelle des petits objets. Si on regarde, disons en 3 dimensions, on s'aperçoit qu'une facette comme ça dans l'espace, elle va être soumise à des contraintes. Dans un jeu naturel, en général non isotrope, il y a des directions qui vont être plus sensibles à certains types de déformations. Et en particulier, si on considère un critère de rupture ou de glissement en cisaillement, on s'aperçoit que les fractures sont susceptibles de glisser dès que les pressions qui agissent sur les parois permettent à ce cercle de mort ici de glisser et de toucher le critère là. Donc voilà, vous avez 2 couplages simples à l'échelle locale qui, une fois agrégés dans un grand réseau, vous permettent déjà de commencer à restituer des comportements grands que l'on sait observer. Donc je montre ça sur cette slide qui arrive. Donc ici, vous avez une image, on va dire, ça a été fait dans le cadre d'un projet européen, ça, il y a une dizaine d'années déjà, avec 2 thèses dessus. Donc une image, on va dire, d'une zone de faille, c'est en Alsace. Donc ce bloc-là, il est entre 4 et 5 km de profondeur. Et ces 3 puits-là sont distants d'environ 5 à 600 mètres. Et ici, c'est une expérience de simulation d'une injection d'un fluide. Donc, c'est résolu avec 2 fluides. Il y a un fluide vert qui est de l'eau douce, qui pousse le fluide naturel en place, qui est de l'eau salée et qui est plus lourde. Donc ici, vous avez donc à un instant donné, vous avez la saturation en fluide vert. Donc, en gros, ça vous donne le panache, le contour de la zone injectée à la date en question. Et donc ici, vous avez une sorte de coupe horizontale et vous voyez donc les traces des disques là sont des segments et vous avez en noir l'ensemble des disques qui sont peut-être verts mais pas forcément, qui ont subi un cisaillement. Pour moi, un cisaillement, ça va être au niveau de la mécanique, une rupture et un glissement, et ça donne lieu à un microséisme et ça s'écoute en surface avec des géophones. Donc ici, vous avez à droite l'ensemble des écoutes qui ont été obtenus sur ce site-là. Alors les gammes de couleurs, ce sont différents essais. Cette expérience-là, cette modélisation-là, elle concerne les points bleu clair au centre, avec une migration vers le nord du signal sismique. Donc là, vous avez un ensemble vous avez une modélisation qui va assembler un écoulement dans un réseau de fractures pour lequel on observe du signal sismique sur le terrain. Et nous, ce qu'on va avoir envie, c'est de calibrer les propriétés pour que notre nuage et notre front de pression ici, ils migrent à la même vitesse que ce qu'on observe quand on découpe ça dans le temps. Donc ça donne accès à ce que, ici, les pétroliers appellent maintenant un Stimulated Rock Volume, un SRV, et qui est la zone dans laquelle les propriétés de drainage, on va dire, ont été améliorées. Si maintenant j'en viens à la chaleur, vous imaginez donc que dans le dessin précédent, on se plaçait à des températures autour de 170 degrés. Si vous imaginez au bout de quelques années, ou même quelques mois, donc refroidir un barreau de roche qui serait libre, vous savez, il rétrécit.
S'il a les bords bloqués, ça fait naître des tensions, des contraintes en traction dans le barreau. Donc si on considère que toutes les fractures ne sont pas modélisées, mais qu'un certain nombre de structures trop petites peuvent être on va dire, traitées de manière par un traitement conceptuel de coefficients équivalents, on se rend compte qu'il suffit de transformer le refroidissement, donc l'écart de température, par cette loi de proportionnalité en contrainte, disons, thermique, et qu'on va prendre uniquement une partie de cette valeur-là en disant que le complémentaire a été accommodé par des structures plus petites qu'on ne peut pas modéliser. Donc en gros, c'est un facteur qui va représenter l'état d'endommagement du milieu naturel. Plus il est naturellement fissuré à toutes les échelles, moins la contrainte thermique est forte. Donc nous, dans ce type d'enchaînement de couplage, on va considérer que les tractions thermiques vont jouer le même rôle que les pressions fluides. Donc on va les additionner et elles vont venir participer au bilan des contraintes normalement aux fractures. Et donc on voit qu'elles vont du coup agir sur la stabilité en cisaillement. Donc parce que le critère va être plus facilement atteint avec le rôle du refroidissement qui s'additionne. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir simuler à long terme des systèmes pour lesquels, même si la pression semble admissible au sens de la propagation d'un signal de fracturation, le refroidissement, lui, dans le temps, va faire qu'à terme, des cisaillements vont quand même se produire et de l'activité sismique va continuer à être enregistrée. Alors pour illustrer ça, j'ai juste cette image-là. Donc c'est un projet ancien qui a été réutilisé, donc les données ont été extraites. Donc ici dans le cadre d'un projet européen aussi qui s'est terminé l'année dernière. Donc on a récupéré une base de données pour laquelle il y avait un signal de température qui avait franchi un réservoir. Et au bout de 3 ans, une vraie percée de front thermique. Alors, en général, sur les sites, on va dire géothermiques, on n'observe pas ça parce que ça veut dire que le système est mort. Donc ici, on avait l'occasion de revenir sur un système qui n'était pas très grand en étendue, pour lequel tous les processus avaient pu se développer. Donc effectivement, on a constaté qu'on pouvait... ce sont des études paramétriques, mais c'est possible de calibrer proprement ces couplages simplifiés de manière à reproduire à la fois des refroidissements dans le temps, des historiques de production de débit, et aussi en même temps l'émergence de signal, donc de rupture au cours du temps. Là, tous ces pulses, ce sont des petites ruptures pour lesquelles on a pu calculer un moment, ici en newton par mètre, et les moments, ça se transforme en magnitude rapidement. Et donc là, vous voyez que, par exemple, on aurait pu s'attendre à ce que le maximum d'activité soit en phase avec les moments où les pressions étaient les plus élevées dans les forages. Et en fait, non, ça se passe plus tard, environ 1 an plus tard, pour des pressions relativement inférieures, d'environ 1 MPa inférieur. Et pourtant, l'activité est beaucoup plus marquée du fait qu'au bout de 2 ans, les tractions thermiques ont commencé à se développer. 2 ans, on est ici, on a déjà perdu presque 15 degrés dans le réservoir. Donc voilà, je vais conclure par cette image. Donc ce thème de fracturation, pour nous, c'est un exemple d'une activité qui peut être adressée par différents groupes de notre centre de géosciences. Et donc là, on a montré que par ce panorama, que l'ensemble de nos compétences nous rendait, on va dire, lisibles en tant que centre de recherche pour un certain nombre de partenaires, et ça nous a permis d'intégrer un certain nombre de consortiums qui ont répondu il y a 3 ans à un certain nombre d'appels d'offres. Et au titre des investissements d'avenir, ici, vous avez donc une fiche qui a été présentée encore il y a 2 semaines au titre de la transition énergétique dans un atelier qui s'est déroulé à la Guadeloupe en présence de Madame Royal. Et ce projet vise à développer de la géothermie sur les arcs des Antilles, avec l'idée que la technologie sera exportable dans le contexte de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud.
Ça, c'est notre volet, on va dire, qui devrait démarrer 2015 après signature de toute phase de contractualisation. Et évidemment, on voit, comme a introduit Eddy tout à l'heure, le passage immédiat avec les ressources non conventionnelles, de gaz en particulier, parce que toute cette thématique d'accéder à un réservoir faiblement perméable, lui donner de la perméabilité pour drainer une matière qui ne peut s'en échapper que par diffusion, est très, très comparable. Voilà. Merci. Voilà, on a le temps de prendre une question ou un commentaire. Oula, les croissants étaient terribles. Donc, là, si moi j'ai peut-être juste une petite question comme ça, mais c'est plus le matheux qui se réveille là-dedans. C'est à partir de modèles où on a finalement des petits objets, typiquement des disques, des choses comme ça, qu'on répartit dans l'espace. Comment on arrive ensuite à caler ça avec des perméabilités, ou avec de la percolation en particulier? Parce que c'est quand même pas tout à fait évident ces questions-là. Comment ça se passe? Là, nous réalisons des simulations qui sont, enfin un panel de simulations qui sont toutes équiprobables. Et en fait, ce qu'il s'agit ensuite, c'est de trouver des méthodes pour calculer, on va dire rapidement, ce qui nous intéresse. Donc il y a une recherche en amont qui va être sur l'architecture, parce qu'on ne peut pas se permettre de simuler des écoulements de la température et de la mécanique. C'est une histoire, c'est transitoire, ça évolue, parfois ça bifurque. On ne peut pas recommencer du début tout le temps et faire un grand panel de réponses. Donc c'est vrai qu'au début, il y a un pari sur le fait on est assez proche de la description géologique vraie. Et ce qui nous motive, c'est essayer de diminuer la variabilité de cette source-là. Donc aller vers l'intégration d'objets géologiques, plus on en met qui sont le résultat d'observations vraies à un forage telle surface, la sismique nous dit à tel horizon, telle surface, telle limite, ça contraint énormément les objets. Après, il reste un bruit, et c'est à nous de qualifier la dispersion qui est due à cette population qui est mal connue. Et ensuite, là, j'ai montré des résultats, et effectivement, chacune de ces courbes, c'est une parmi une dizaine. C'est pas énorme, on pourrait avoir beaucoup plus. Et donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est trouver des algorithmes qui nous permettraient de choisir, après un certain nombre de calculs, quels sont les modèles, a priori, qui ont la meilleure chance d'aller vers ce qu'on veut, c'est-à-dire décrire correctement la variabilité des réponses finales, sans faire tout un panorama de calcul. Alors là, j'avais quelqu'un de très bien qui a été capté par l'IFP tout de suite, et on n'a pas pu continuer. Ok, merci beaucoup. Oui, pardon. Oui, donc Yves Lostaff de Total. J'avais une petite question par rapport à l'orientation stratégique, parce tout d'abord, merci pour la présentation qui était très intéressante. Effectivement, on voit des ponts entre la géothermie et le monde pétrolier. Mais votre labo, vaut mieux-il pas, d'un point de vue stratégique, vous focaliser et faire un pôle d'excellence, par exemple, autour de la géothermie? Le pont vers le monde pétrolier, comment vous pensez l'adresser à partir du moment où il y a déjà beaucoup d'équipes de par le monde, en particulier aux États-Unis, qui ont développé des expertises dans le domaine, qui travaillent dans ce domaine? Alors, est-ce que ce pont vers le monde pétrolier, vous le mettez parce que vous souhaitez le développer, ou est-ce que c'est juste un affichage? Il a deux sens, le pont. Le premier, c'est qu'on considère que ce monde de la géothermie profonde, il est pour l'instant un peu prisonnier des technologies et des opérateurs pétroliers. Ça veut dire que la mesure, ça va être des outils dédiés pas au monde de la géothermie, et donc, on va dire, probablement beaucoup plus cher que ce qu'on pourrait obtenir s'il y avait des outils dédiés avec un marché qui correspond. Alors, pour l'instant, le marché n'est pas, donc les outils, ils n'arrivent pas. Donc,
parmi les tâches qui sont les objectifs de ces projets-là, c'est essayer de s'approprier un certain nombre de ces technologies et de les développer spécifiquement pour le monde, on va dire, de la géothermie, si on considère qu'il est appelé à se développer à court terme. Ce que je pense être le cas, mais ce n'est pas encore très clair. Et l'effet inverse, c'est que on voit bien que cette connaissance sur la microsismicité, sur la représentation des réseaux fracturés, on tourne autour depuis peut-être 20 ans, avec du signal qui est interprété beaucoup mieux que ce que j'ai présenté là, c'est-à-dire que les mécanismes au foyer, les sources, les hétérogénéités de contraintes, les façons dont les éléments s'influencent les uns les autres, tout ça, ça commence à être dépouillé et on sait que ça intéresse l'activité pétrolière. Donc voilà, c'est plutôt une main tendue pour l'instant. Comment ils appellent ça, du cross-fertilizing, quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, en disant, on est occupé par l'aspect géothermie.